Bonjour, donc je suis Béatrice Langelier-Bellevue, je suis assistante sociale donc, dans le centre de référence MAFAS et je vais vous présenter les généralités. Donc avec des thématiques qui m'ont été proposées, donc des thématiques générales, l'affection longue durée, et heureusement que nous avons un médecin de l'assurance maladie qui pourra dire si je raconte des bêtises ou pas. Les transports, heureusement aussi que le médecin de l'assurance maladie est là. Le congé de présence parentale et son allocation, le rôle et les missions de la maison départementale des personnes handicapées. Je ne vais pas aller trop loin puisque chaque pathologie implique des compensations différentes, mais peut-être parler un peu du fonctionnement des MDPH. Donc l'ALD 30 ou prise en charge à 100%. Il existe une liste de 30 pathologies. Et dans les pathologies de la filière tête-cou, on va retrouver dans ces 30 pathologies notamment la surdité. Mais bien souvent, nos pathologies en fait, sont des affections hors liste qui sont évolutives, invalidantes ou dites polypathologies. Elles sont chroniques et coûteuses. Pour bénéficier, pour que l'assurance maladie accorde l'ALD, il faut qu'il y ait certaines caractéristiques. Donc 2 critères parmi les 4 suivants. Des hospitalisations à venir, donc elles sont coûteuses. Des actes techniques médicaux répétés, c'est le côté chronique. Des actes biologiques répétés et des soins paramédicaux fréquents. Moi, je peux me poser des questions dans ma pratique, notamment sur les fentes. On a eu des refus pour des fentes à des stades où il y avait de l'orthodontie. Est-ce que l'orthodontie, c'est coûteux ? Est-ce que c'est coûteux au sens de l'assurance maladie ou pour les familles ? Pour les familles, oui. Pour l'assurance maladie, après, on pourra peut-être poser les questions au topo suivant. Ça m'intéresse. Mais si c'est refusé par le médecin conseil, pourquoi pas demander une maladie non exonérante grâce à laquelle on va pouvoir quand même demander des prescriptions médicales de transport qui peut représenter un avantage vraiment considérable pour les familles. Alors, comment on demande cette prise en charge à 100%. C'est le médecin spécialiste hospitalier qui en fait la demande pour les moins de 16 ans parce qu'il connaît parfaitement le plan de soins, les hospitalisations à venir, etc., les actes à faire. Et puis ensuite, à 16 ans, c'est le médecin traitant. Et le médecin traitant, il ne connaît pas forcément les pathologies de la tête et du cou. Dans ces cas-là, c'est au patient de venir avec ses comptes rendus et expliquer quel va être le plan de soins à venir pour les prochaines années. Quand on fait une demande d'ALD, on explique bien aux patients qu'il faut mettre à jour la carte vitale afin que les professionnels de santé, l'hôpital, fassent la télétransmission de l'ALD. Ça, c'est important de l'expliquer aux familles. Et cette ALD, elle est valable entre 6 mois et 10 ans. Les contestations, honnêtement, si on va sur le site Amalie, je trouve que le parcours de la contestation est compliqué. Il faut contester juste 1 mois après le refus. En général, les familles nous sollicitent 2 à 3 mois après, donc ce délai est dépassé. Après, on passe par une commission médicale de recours amiable. Après, tribunal judiciaire. Donc, je trouve ça très très lourd pour une LD. Peut-être refaire un courrier au médecin conseil en détaillant un peu plus le plan de soins. Mais je trouve que ces contestations sont un peu compliquées. Personnellement, on ne le fait jamais, en tout cas à ma face. Sur le site Amélie, il y a beaucoup de documents faciles à lire et à comprendre. C'est vraiment très très bien pour les familles et pour les médecins, pour tout le monde. Les transports. Donc la généralité, on peut demander une prescription médicale de transport pour une hospitalisation, qu'on soit en ALD ou pas, pour des examens, des consultations, des rééducations lorsque on bénéficie d'une ALD. Et puis je rappelle qu'il y avait une lettre réseau en 2006 de l'assurance maladie, parce que pour les patients donc, qui sont suivis en centre de référence maladie rare, ce qui les pénalise, c'est qu'ils doivent faire 200, 300, 400 km pour aller au centre de référence. Et donc ça a un coût. On ne peut pas aller à 10 km pour se faire opérer d'une craniosténose ou d'une fente labiopalatine. Donc c'est un coût, c'est un impact pour les familles. Donc il y avait cette fameuse lettre réseau 2006 qui disait que les patients qui étaient suivis en centre de référence pouvaient avoir une prescription médicale de transport. Mais on voit qu'aujourd'hui, que depuis 2011, où tous les transports sont pris en charge uniquement dans le cadre de l'ALD. Donc bien penser à faire cette demande d'ALD pour les patients suivis en centre de référence maladie rare. Bien penser à faire l'entente préalable de prescription de transport 15 jours avant, dès qu'il y a plus de 150 km. Et puis, si le médecin conseil ne répond pas, ça vaut accord.
Donc voilà, on le fait 15 jours avant, on n'a pas de réponse du médecin conseil, ça veut dire que c'est bon, on peut prendre le train, ça va être financé. Bien sûr, le plus important, c'est le mode de transport et décidé par le médecin. C'est pas le patient qui décide. Et pour les patients de la filière tête-cou, bien généralement, il n'y a pas de handicap moteur. Je parle de généralité, hein, c'est vraiment de généralité. Du coup, souvent, les médecins prescrivent le train ou un véhicule personnel. Ça implique que les familles font l'avance des frais, ce qui n'est pas toujours facile avec aujourd'hui l'augmentation de la précarité. Quelquefois, vraiment en pratique, aujourd'hui, on a des familles qui nous disent, moi, j'ai pas les moyens de. Mon mari prend la voiture, donc on n'a qu'une voiture. J'habite en pleine campagne, il me faut 15 km pour aller à la gare. On trouve des solutions intermédiaires. Par exemple, on peut faire une prescription de taxi de la maison jusqu'à Chartres, et puis de Chartres jusqu'à la gare Montparnasse, le train. Ça nous évite 600 € pris en charge par l'assurance maladie. On essaie de se débrouiller pour que les familles soient assidues au rendez-vous et que ça ne coûte pas non plus des sommes astronomiques à l'assurance maladie. Bien souvent, les familles nous parlent des frais de parking. C'est vrai, ils peuvent venir une journée, quelques jours, ça coûte une fortune. Ça peut coûter 100 €, 400 €. Donc, quelquefois, on a des idées, des aides financières par des associations. On essaye de trouver des solutions pour diminuer ces frais de parking. Le congé de présence parentale et son allocation, donc c'est ce congé de présence parentale, les familles le sollicitent beaucoup dans le cadre des maladies de la filière tête-cou, notamment autour des interventions. C'est un congé donc, qui est assez idéal parce qu'il est un peu à la carte. On le sollicite lorsque l'enfant a besoin d'une présence soutenue et de soins contraignants autour d'une maladie. Donc ça peut être en pré-opératoire, pendant l'intervention et durant les suites opératoires. Ou lorsque le bébé est petit, par exemple, il a une trachéotomie, il ne peut pas être gardé en collectivité, il ne peut être gardé que par les parents. Donc le parent cesse son activité. Le parent peut être salarié indépendant, chômeur indemnisé. Dans ces cas-là, si les chômeurs indemnisés demandent une suspension de son chômage et non pas une radiation, il faut bien expliquer ça aux familles parce que souvent les pôles emploi les radient carrément du pôle emploi alors que c'est pas ça qu'on demande. Les familles peuvent bénéficier de 310 jours sur 3 ans. Et depuis 2019, il y a une nouveauté, c'est qu'on peut multiplier par 2 ces 310 jours. Donc les familles peuvent bénéficier de 620 jours si la pathologie nécessite encore une présence soutenue et des soins contraignants. La nouveauté aussi depuis 2019, c'est que l'allocation journalière peut être prise par demi-journée. On a de plus en plus de familles qui nous disent « Moi, je travaille dans une petite société, j'ai que 5 semaines de congé par an, j'ai pas de RTT, mon employeur me fait des soucis pour que je puisse aller toutes les semaines chez l'orthophoniste ou voir l'orthodontie, donc j'ai pas envie de perdre mon emploi. » Et dans ce cas-là, on sort la carte du congé de présence parentale où ils vont pas abuser du système, ils vont prendre 10 journées dans l'année pour être assidus dans la prise en charge. Et c'est vrai que ça nous arrive de plus en plus souvent. Comment faire la demande? Donc c'est 15 jours avant, comme un congé parental, avec une lettre commandée et un certificat médical non détaillé. Et puis, bien sûr, après, il y a le CERFA de la Caisse d'allocation familiale à envoyer parallèlement, où là, il y a un certificat médical un petit peu plus détaillé, qui justifie de la présence soutenue et des soins contraignants. Et là, j'insiste, c'est un congé qui est mieux rémunéré que le congé parental. Donc il y a beaucoup de familles qui vont dire mais si en fait on pouvait renouveler 6 mois encore, mais en fait il n'y a plus de soins contraignants et plus besoin de la présence soutenue. Donc c'est au médecin de dire bah non, là il n'y a plus de conformateur, il n'y a plus d'orthèse. Enfin, je parle pour les pathologies de ma face, mais c'est important pour les médecins d'être rigoureux en se posant la question est-ce qu'il y a des soins contraignants?
Voilà, les caisses d'allocation familiale ont quand même pas mal de retard. Après, pour envoyer la déclaration mensuelle, pour que la famille puisse indiquer combien de jours elle a travaillé, combien de jours elle n'a pas travaillé dans le mois. L'avantage, c'est qu'il y a certains couples, le papa peut prendre 10 jours et la maman 10 autres jours. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le couple peut se partager cette présence auprès de l'enfant et poursuivre à travailler à temps partiel. Le montant, il a augmenté, c'est 58 € par jour ou 29 € par demi-journée, soit entre 1 200 et 1 300 € par mois. Et pour des familles qui ont des revenus en dessous de 35 900 € par an pour un couple avec un enfant, ils peuvent avoir un complément de 114 € qui peut être donc utile justement pour les parkings, des choses qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Donc ça, on en informe toujours les familles. Alors, on va passer au MDPH. Donc, moi, je vais m'attarder que sur le fonctionnement des MDPH. Je ne vais pas rentrer dans les allocations, les cartes, parce qu'on n'a vraiment pas du tout le temps. Et puis que les pathologies, on nécessite tellement de plans de compensation différentes que ça ne servira à rien. Alors, pour info, il y a plus de 4 millions de demandes de dossiers MDPH en France par an. C'est énorme. Sur la population... donc ça fait 46 000 par département, ça fait 3 865 dossiers par mois. Et j'ai été à un webinaire à la MDPH de Paris la semaine dernière et il disait que pour Paris, il y avait 1000 dossiers qui passaient en commission pluridisciplinaire sur une séance de une demi-journée. Donc je vous laisse imaginer le nombre de minutes par dossier. D'où l'importance de bien remplir les dossiers. Voilà. Donc les MDPH, en fait, elles ont un fonctionnement et une philosophie qui n'a rien à voir avec la philosophie et la vision d'un médecin ou d'un chirurgien. Déjà, c'est deux façons de voir complètement différentes. D'un côté, pour les médecins, on est dans une thérapeutique, un plan de soins, et pour la MDPH, on est dans l'altération, la déficience, le désavantage et son retentissement. Donc c'est deux façons de penser complètement différentes. Et alors la MDPH, elle agit en plusieurs temps. Le premier temps, c'est définir un taux d'incapacité. L'enfant ou l'adulte a quel taux d'incapacité, ce qui va dépendre après du plan de compensation. Il y a 3 types de taux d'incapacité: moins de 50, entre 25 et 50, entre 50 et 79 et entre plus de 80. Pour donner un exemple, plus de 80, ce sont des personnes qui ont une altération vraiment durable et non compensable d'une des fonctions essentielles à l'autonomie. La vision, la surdité, la marche. Donc une personne en fauteuil roulant aura directement 80%. Un enfant avec des troubles autistiques qui nécessitent une surveillance H24 aura plus de 80%. Une personne ayant une surdité difficilement implantable aura 80%. Et le taux d'incapacité entre 50 et 80, c'est des troubles importants qui entraînent une gêne notable dans la vie sociale, sans que pour autant l'autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne ne soit affectée. Et les actes élémentaires, ils sont vraiment bien notés dans la loi de 2005. C'est se lever, aller aux toilettes, manger, etc., etc. Donc voilà, c'est ce guide barème de 2007 qui est né et issu de la loi de 2005, qui n'existait pas avant. Avant, c'était vraiment l'étiologie et le diagnostic, avant 2005. Depuis 2005, c'est ce guide barème. On peut le trouver sur Internet, le guide barème, c'est pas très rigolo. Et ensuite, une fois qu'il y a ce taux d'incapacité qui est défini, la MDPH et les équipes pluridisciplinaires vont évaluer un plan de compensation. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on va donner des allocations, des cartes, des orientations ? De quoi a besoin l'enfant, la personne ? Donc pour ça, il a un guide d'évaluation qui s'appelle le GEVA. Le GEVA, on peut le trouver aussi sur Internet, ça fait 40 pages avec des croix à cocher sur la vie quotidienne, familiale, environnementale, la scolarisation, l'emploi. Donc vous imaginez bien que quand vous remplissez un dossier MDPH, le CERFA médical ou les familles, le dossier, il faut que grâce à ces dossiers, l'équipe pluridisciplinaire puisse cocher ces cases. Donc il faut bien décrire la situation au quotidien.
Les MDPH utilisent plus ou moins bien ce document qui normalement est vraiment l'outil des équipes pluridisciplinaires. Voilà, donc une fois que ces 2 étapes sont passées, la MDPH et les commissions départementales vont attribuer des allocations, des cartes mobilité, ou vont proposer des orientations, des aménagements scolaires, des aménagements, des orientations vers des structures spécialisées de soins médico-sociales. Alors, petit focus sur certaines pathologies de la tête et du cou. Il y en a de nombreuses qui sont évaluées à moins de 50% de taux d'incapacité, notamment les fentes. Et donc, pas le droit aux allocations, etc. Mais en revanche, on peut avoir une aide humaine à l'école. Par exemple, pour les fentes labiopalatines, on fait souvent des demandes d'aide à l'école, en CP, parce que c'est des enfants qui sont pas forcément intelligibles, qui ont besoin de beaucoup de concentration. Ils sont en dessous de 50%, mais on peut faire un dossier d'aide humaine. Voilà, donc comment bien remplir le dossier. Donc déjà, il faut que vous ayez vu l'enfant il n'y a pas très longtemps. Si l'enfant, vous l'avez vu il y a 3 ans, vous ne connaissez pas ni son poids, ni sa taille, sa situation scolaire. Rappel, moi, ce que je dis, il faut vraiment que les familles vous disent qu'est-ce qu'elles demandent. Elles demandent une orientation, une carte, une allocation. Qu'est-ce qu'elles demandent? On ne va pas remplir le certificat médical de la même façon. Donc il faut vraiment demander aux familles qu'elles expriment ce qu'elles demandent. Si c'est une aide humaine, il faut absolument que vous ayez le guide d'évaluation scolaire qui dit on demande une aide humaine à l'école. Et puis après, il faut que les familles remplissent très très bien le projet de vie, qui sera un peu la carte postale de la vie de l'enfant et de la famille. Donc se faire aider par un professionnel. Ici, à Necker, on a de la chance, on a une assistante sociale dans chaque centre de référence, donc on peut accompagner les familles. Et puis, il y a eu un petit tuto aussi qui a été fait à Necker en 2015. Il apparaissait sur ma diapo, il n'apparaît plus, mais vous le trouvez sur YouTube. C'est tuto MDPH Necker qui aide les familles à remplir le projet de vie. Donc en conclusion, ce que je pourrais dire, c'est qu'on observe quand même une augmentation de la précarité en France qui complexifie l'assiduité des familles à venir en centre de référence. Elles habitent loin. Les familles il y a un isolement des familles de plus en plus fréquent. Avec peu de familles, des mamans seules, il y a le coût de l'essence, le coût des billets de train. Donc c'est difficile pour les familles, il faut le comprendre. En même temps, il y a des moyens dédiés à la santé et au handicap qui diminuent, c'est une réalité. Et malgré ces constats qui sont quand même difficiles à vivre pour les familles, où les équipes des centres de référence essayent de trouver des solutions, il y a quand même des initiatives innovantes qui facilitent le parcours de soins. Donc tous les outils de communication qui ont été présentés là en première partie, et puis les nouveaux ateliers médico-sociaux d'éducation thérapeutique des centres. Donc il y en a un qui va être présenté tout à l'heure, mais il y a Craniost, Mafas, etc., etc. Je vous remercie de votre attention. Si, question. Effectivement, les frais de parking, c'est vraiment quelque chose auquel on est souvent confronté. Alors, c'est après spécifique aux hôpitaux parisiens, mais des gens qui viennent souvent de loin, y compris avec leur véhicule personnel. Et alors, au-delà du coût du parking, et même de la possibilité d'un parking, bon, ça c'est encore autre chose. Et c'est une question qu'on a récurrente et pour lesquelles, effectivement, je n'ai pas très souvent de réponse, mais j'aurais un élément maintenant. On vous fait souvent la remarque à ce sujet-là? C'est très fréquent. En plus, c'est des personnes qui viennent quand même, qui font l'effort de venir avec leur véhicule personnel, de mettre de l'essence. Ça permet aussi que papa et maman viennent, d'être en couple. Donc, je trouve que c'est bien. Ce qu'on peut faire, alors on n'a pas le droit de le faire parce qu'on est à l'hôpital public, mais il y a quand même des applications de low cost du parking. Je ne vais pas les nommer. Mais il y a plein de parkings low cost autour de Necker, où ça coûte 2 fois moins cher déjà. Je vous la donnerai. Voilà, donc on a découvert. C'est les familles qui nous ont fait. En fait, c'est les familles qui nous donnent des tuyaux aussi. Ça, c'est hyper important. Après, il y a les fameux 114 € de la JPP où on peut mettre les frais de parking. Ça peut être solliciter des fondations et des associations avec lesquelles on travaille. La Fondation Grâce, les pièces jaunes. Voilà, peut-être les services sociaux de proximité, des aides exceptionnelles de l'assurance maladie ou de la mutuelle. On essaie de... Voilà. Okay. Oui, des questions dans le public. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire parce que c'est très important de pousser les gens à venir avec leur véhicule personnel parce que je vais mettre un peu la remarque qui gratte. Vous savez que les frais liés aux
c'est le transport et le taxi conventionné, Vous pouvez- un des trous énormes de la Sécu, avec des comment abus monstrueux et des Ouais. boîtes de taxis et d'ambulances qui prescrivent avec grande largesse. Et quand on voit des gens qui viennent de 600 km en taxi ou en ambulance alors qu'ils pourraient prendre le train, ils savent pas qu'ils ont droit à des petits trucs pour... C'est vrai, ils sont paumés à Paris. Il faut trouver Necker, il faut, dans les grandes villes, c'est très difficile de circuler quand on vient de très loin. Et il faut les aider à régler ces petits problèmes pour éviter des frais monstrueux dont ils n'ont pas besoin de venir en ambulance. Quand ils vont au supermarché, ils y vont en voiture ou à vélo, hein, quand des enfants n'ont pas de handicap moteur lourd. Oui, mais après, c'est vrai qu'ils ne choisissent pas à quel jour ils viennent à Necker sur les temps de travail. C'est pas comme au supermarché. Mais c'est surtout que, de toute façon, il y a des contrôles de plus en plus fréquents. Alors ça, c'est indéniable. Et qu'ils prennent un risque. Si le médecin conseil n'a pas dit oui, s'ils commandent l'ambulance 2 jours avant et qu'ils vous mettent sur le fait accompli de demander une prescription pour une ambulance, ils prennent le risque d'avoir 1 000 € non remboursés par la sécurité sociale. Et ça, c'est quand on gagne 1 200 € de salaire. Je dis aux patients, attention, faut pas jouer avec le feu. Ben, voilà. Oui, je voulais vous demander, je confirme sur les frais de parking, effectivement, bien qu'étant parisien, je sais qu'en province, c'est le même problème aussi. Moi, ma question, c'était, j'ai beaucoup de familles en fait, qui me disent que le professionnel de santé avec lequel ils sont plus proches, bien souvent, refuse la prescription de transport, puisque apparemment, on leur dit que maintenant, c'est très surveillé par la Sécu, etc. Et donc, que faire quand le professionnel de santé refuse la prescription de transport pour des considérations de sécurité sociale plus que des considérations médicales? Mais des professionnels de santé à proximité, par exemple un kiné ou un... Un kiné, ou même en région, la personne à l'hôpital qui les suit plus, et imaginons qu'elle a besoin de venir à Paris, par exemple, bien souvent, maintenant, c'est un refus pour des raisons administratives. Non, honnêtement, à ma face, on ne refuse pas les prescriptions de transport parce que venir en centre de référence et faire 300 km, on ne le choisit pas. Mais en revanche, on est très strict sur le fait de prescrire du train ou pour les véhicules personnels de se faire rembourser l'essence. Mais on ne refuse pas les prescriptions de transport. C'est à vous que c'est pas ma face que je mets en cause, c'est en province, quand on n'est pas forcément uniquement dans le réseau ou autre, c'est souvent des refus maintenant qui sont sans considération médicale en fait. Bah, du coup, on pourrait se dire qu'on pourrait créer une fiche pour la filière, pour informer les professionnels, que les familles puissent télécharger, un peu comme l'idée de la lettre réseau de 2006 en disant quelqu'un atteint d'une maladie rare, en fait c'est la double peine, il peut pas aller chez son médecin à côté pour se faire soigner. Ça, c'est une bonne idée de création d'outils pour la filière. C'est déjà un petit peu aussi le but de la journée, c'est de faire passer ce type d'informations. C'est vrai qu'on a tendance aussi, alors c'est une considération personnelle, mais de ne pas refuser les prescriptions de transport. Par contre, effectivement, à préférer les transports en transport en commun, en véhicule particulier bien sûr, que les transports en taxi quand ils ne sont pas médicalement justifiés. Mais bien sûr, des patients qui ont plein d'allers-retours à faire très coûteux doivent forcément être aidés. Hein. Il y a des questions en ligne, mais préférons celles de la salle. Oui. 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 Substitué par centre de compétences pour tous les autres centres. D'accord. Tout à fait. Et sur la prescription médicale de transport, il y a consultation au centre de référence. Là aussi, oui, quand on est centre de compétences, on peut cocher ça. Tout à fait. Merci. J'ai une petite question. En fait, quand on voit le médecin du centre de référence ou du centre de compétences, les patients, généralement, le voient un quart d'heure, une demi-heure, pour faire remplir un dossier MDPH. Un quart d'heure, une demi-heure, c'est impossible. Il vaut mieux reprendre un rendez-vous, sachant que la file pour prendre des rendez-vous est longue, voire avec le médecin généraliste qui connaît moins bien la pathologie. On a toujours des questions face à ça. Moi, je suis un peu entre les deux. Alors déjà, souvent, nos médecins, les familles viennent rarement avec le CERFA MDPH en consultation. Ils l'envoient directement au médecin via sa secrétaire, souvent sans dire ce qu'ils demandent. Donc moi, je dis toujours au secrétaire, mais renvoyez leur un mail en disant qu'est-ce que vous demandez, déjà.
Après, je suis entre les deux, car au sein de notre filière, est-ce qu'un chirurgien, j'en ai déjà discuté avec le docteur Soupre, est-ce qu'un chirurgien peut remplir un certificat médical global sur la santé de l'enfant? Je prends un exemple concret. Un enfant justement de CP qui a une fente labiopalatine qui n'est pas forcément intelligible, qui a besoin de beaucoup de concentration, etc. Est-ce qu'un chirurgien va pouvoir remplir tout ça? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'un pédiatre en ville, c'est pas mieux avec tous les comptes rendus du chirurgien et avec la maman ou le papa qui est en face et qui peut expliquer, voilà, à l'école ce qui se passe? Je ne sais pas. Il y a un document complémentaire qui va arriver peut-être pour améliorer ça sur les maladies rares, pour que les parents puissent en profiter. Mais pour l'instant, c'était vraiment ma question. Je ne sais jamais... C'est-à-dire que du coup, moi, je demande aux familles d'envoyer systématiquement le guide d'évaluation scolaire où toutes les difficultés de concentration sont bien décrites pour que finalement le chirurgien puisse faire un peu, pas des copier-coller, mais sinon, le chirurgien, qu'est-ce qu'il en sait que l'enfant il a du mal à se concentrer à l'école? Je ne sais pas. Merci. Ok, une dernière question dans le public, oui. Oui, je voulais peut-être. Il y a le médecin conseil de la sécurité sociale. Oui, et qui on va donner la parole juste après. Voilà, peut-être pour répondre sur les transports, les difficultés là, de remboursement. Je ne pense pas que ça soit le cas. Est-ce qu'ils refusent parfois sur des patients qui habitent pas très loin du centre de compétences? Des fois, on est à 10 km et c'est vrai qu'ils viennent, ils demandent un bon de transport. Est-ce qu'il y a des difficultés aujourd'hui de remboursement? Je ne suis pas sûre. Alors, le signe de tête, c'est plutôt oui, mais je pense qu'on aura une réponse plus complète après, éventuellement. Sauf si vous voulez répondre de suite, bien sûr. Tony. Moi, je pense que c'est extrêmement important ce qui a été rappelé sur les règles de transport. C'est-à-dire qu'il faut les connaître, il faut les utiliser. Après, notre réseau d'assurance maladie est très vaste. Il peut y avoir des choses qui passent à l'as. Donc, c'est, à mon avis, très important ce que vous avez dit, c'est qu'il faut anticiper. C'est vrai qu'on a fait cette lettre réseau pour spécifier sur les maladies rares, parce que les règles sur le transport, je vais y revenir, c'est pour toutes les autres pathologies, mais là, sur les maladies rares, parce que vous avez des centres de compétences et de référence qui peuvent être loin, on a adapté une règle parce que normalement la règle pour les autres soins, c'est l'établissement le plus proche. Ce qui est logique puisqu'on est sur des tarifs qui sont, on l'a rappelé, assez élevés. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Et normalement, vous savez, on est dans un système, vous avez vu les volumes traités. Voilà. Donc je pense que la règle, c'est anticiper, partager les informations et quand il y a eu un problème, aller retourner voir la CEPAM, expliquer qu'on est dans une situation parce que il y a quand même des services qui sont capables de revenir sur des dossiers, même a posteriori, s'il y a eu un loupé dans la prise en charge. Je pense que ça, il faut vraiment le retenir.